L'autre partie de mon cerveau a semblé me dire que tandis qu'il n'y avait aucune possibilité pour que mon père soit encore vivant, si je m'arrêtais d'exécuter le circuit, si je faisais une pause pendant un simple moment, ce serait là admettre la défaite et, devrais-je faire cela, je me sentirais devenir fou. Ainsi, heure après heure j'ai tourné et tourné autour de l'iceberg, craignant de m'arrêter pour me reposer, bien que physiquement impuissant de poursuivre plus longuement. Oh! Comble de l'horreur des horreurs! Être jeté loin dans cette large étendue d'eau, sans alimentation ou boisson et abandonné seulement sur ce trait d'iceberg comme irrémédiable lieu de séjour. Mon cœur m'avait laissé choir et tout éventuel espoir faisait place au désespoir le plus noir. Alors la main du Sauveur s'est étendue jusqu'à moi et le calme d'une solitude moribonde devenant rapidement insupportable a été soudainement violé par le signal du tir d'une arme à feu. J'ai scruté les alentours, dans ma stupéfaction effrayée, et j'ai vu, à moins d'un demi-mille au loin, un navire de pêche à la baleine venant vers moi, plein voile. Évidemment mon remue-ménage incessant sur l'iceberg avait attiré leur attention. En s'approchant, ils mirent à l'eau une barque et, descendant prudemment au bord de l'eau, je fus sauvé et un peu plus tard, hissé à bord du baleinier. J'ai constaté que c'était le baleinier écossais, l'Arlington qui avait quitté Dundee en septembre et avait mis le cap immédiatement pour l'Antarctique, à la recherche de baleines. Le capitaine, Angus Macpherson, semblait très affable, mais au sujet de la discipline, comme je l'ai assez tôt appris, il était inflexible. Quand j'ai essayé de lui dire que je venais de l'intérieur de la Terre, le capitaine et son second se sont regardés, ont dodoliné de la tête et ont insisté sur le fait que je devais être mis dans une couchette sous la surveillance stricte du médecin de bord. J'étais très faible par manque de nourriture et je n'avais pas dormi pendant beaucoup d'heures. Cependant, après le repos de quelques jours, je me suis levé un matin et me suis habillé sans demander la permission du médecin ou à quelqu'un d'autre et leur ai dit que j'étais aussi raisonnable que tout un chacun. Le capitaine m'a fait demander et m'a de nouveau interrogé au sujet de ma provenance et comment je suis arrivé à être seul sur un iceberg loin sur l'océan Antarctique. J'ai répondu que je venais de sortir de l'intérieur de la Terre et j'ai continué à lui dire comment mon père et moi-même étions entrés par le chemin du Spitzberg et comment nous en étions sortis par le chemin du pôle Antarctique, sur quoi j'ai été mis au fer. J'ai après entendu le capitaine dire à son second que j'étais aussi fou qu'un lièvre de Mars et que je devais rester emprisonné jusqu'à ce que je sois assez raisonnable pour donner un compte-rendu véridique de mon histoire. Finalement, après beaucoup de supplications et beaucoup de promesses, j'ai été libéré de mes fers. J'ai, dès lors, décidé d'inventer quelque histoire qui satisferait le capitaine et de ne jamais me référer encore à mon voyage dans la terre du Dieu qui fume, au moins avant que je ne sois sûr d'être parmi des amis. Une quinzaine de jours plus tard, on m'a permis de prendre place parmi les marins. Un peu plus tard, le capitaine m'a demandé une explication. Je lui ai dit que mon expérience avait été si horrible que je craignais que ma mémoire eût à en souffrir et je l'ai prié de remettre la question à plus tard, pendant encore quelque temps. Je pense que vous vous remettez considérablement, a-t-il dit, mais vous n'êtes pas encore assez remis de votre choc. Permettez-moi de faire le travail qu'il vous plaira de me commander, ai-je répondu, et s'il ne vous indemnise pas suffisamment, je vous payerai immédiatement à mon arrivée à Stockholm jusqu'au dernier penny. Ainsi la question est restée en suspens. En retrouvant finalement Stockholm, comme je l'ai déjà rapporté, j'ai constaté que ma bonne mère avait rejoint le monde de la félicité depuis plus d'une année auparavant. J'ai aussi dit comment, plus tard, la trahison d'un parent m'a placé dans une maison de fous, où je suis resté pendant 28 ans, des années apparemment éternelles, toujours plus tard, après ma sortie, comment j'ai retrouvé la vie d'un pêcheur, après cela assidûment pendant 27 ans, et comment je suis venu en Amérique et finalement à Los Angeles, en Californie. Mais tout cela ne peut être que d'un intérêt mineur pour le lecteur. En effet, il me semble que l'apogée de mes merveilleux voyages et de mes aventures étranges a été atteinte quand le voilier écossais m'a recueilli sur un iceberg sur l'océan Antarctique. Fin de la partie 5. Agartha, voyage à l'intérieur de la Terre creuse, partie 6. Conclusion.
En concluant cette histoire de mes aventures, je veux déclarer que je crois fermement que la science est encore dans sa petite enfance concernant la cosmologie de la Terre. Il y a tant de choses non appréciées par la connaissance officielle du monde d'aujourd'hui et qui le resteront longtemps encore ainsi, tant que la Terre du Dieu qui fume ne sera pas connue et reconnue par nos géographes. C'est la terre d'où sont venus les grands rondins de cèdre qui ont été trouvés par des explorateurs dans des eaux libres loin sur le bord de la croûte nordique de la Terre et aussi les corps des mammouths dont les os sont trouvés dans des lits énormes sur la côte sibérienne. Des explorateurs du Nord ont fait beaucoup pour cette reconnaissance. Sir John Franklin, Evan Grinnell, Sir John Murray, Kahn, Melville, Hall, Nansen, Schwatka, Greely, Peary, Ross, Gerlach, Bernacchi, André, Amsden, Amundsen et d'autres se sont tous efforcés de prendre d'assaut la citadelle gelée de mystère. Je crois fermement qu'André et deux compagnons courageux, Strindberg et Frank Gael, qui ont navigué loin dans le ballon Hearn de la côte du nord-ouest du Spitzberg ce dimanche après-midi du 11 juillet 1897, sont maintenant à l'intérieur du monde et sont sans aucun doute bien considérés comme mon père et moi-même l'ont été par le bon peuple de géants peuplant le continent atlantique intérieur. Olaf Janssen fait ici allusion à la perte de l'équipage de ce ballon, hélas retrouvé le 6 août 1930 par le navire norvégien d'exploration le Bravag, sur l'île Blanche, à environ 200 km au nord-est du Spitzberg. L'équipage mal préparé était mort de froid, de dénutrition et de fatigue. Olaf Janssen décédé en 1908 ne pouvait connaître ce tragique épilogue de 1930. Ayant, humblement, consacré des années à étudier ce problème, je suis bien mis au courant des définitions acceptées sur la gravitation, et aussi bien sur la cause de l'attraction de l'aiguille magnétique, et je suis prêt à dire que je crois fermement que l'aiguille magnétique est influencée seulement par les courants électriques qui enveloppent complètement la Terre comme un vêtement et que ces courants électriques inclus dans un circuit infini passent par l'ouverture cylindrique sud de la Terre, puis se répandent par diffusion sur toute la surface extérieure et se précipitent follement dans leur course vers le pôle arctique. Et tandis que ces courants apparemment se précipitent dans l'espace à la courbe du bord de la Terre, ensuite ils se répandent de nouveau sur la surface intérieure et continuent leur voie vers le sud le long de l'intérieur de la croûte de la Terre, jusqu'à l'ouverture du prétendu pôle sud. M. Lundström a conclu qu'une décharge électrique que l'on pourrait seulement voir au moyen du spectroscope et qui aurait lieu à la surface du sol, tout autour de lui et à une certaine distance il apparaîtrait comme une faible lueur d'aurore, ces phénomènes de lumière pâle et flamboyante, qui a été vu, il y a quelque temps sur le sommet des montagnes du Spitzberg. Quant à la gravité, personne ne sait ce qu'elle est vraiment, parce qu'il n'a pas été décidé si c'est la pression atmosphérique qui cause que la pomme tombe, ou si, 150 000 au-dessous de la surface de la Terre, censément à moitié chemin de la croûte de la Terre, existe là quelque attraction d'aimant naturelle puissante qui attire cette pomme. Donc, le fait que cette dernière soit, quand elle se décroche de la branche de l'arbre, ou tirée ou poussée de haut en bas au plus proche du point de résistance, est inconnu aux étudiants de physique. Olaf Janssen n'a pas connu, évidemment, les théories d'Einstein sur la gravitation. M. James Ross a prétendu avoir découvert le pôle magnétique à environ 74 degrés de latitude. C'est faux, le pôle magnétique est exactement à la moitié de la distance par rapport à la croûte de la Terre. Ainsi, si la croûte de la Terre est selon mon évaluation de 300 000 dans l'épaisseur, alors le pôle magnétique est sans aucun doute 150 000 au-dessous de la surface de la Terre, peu importe où la mesure est prise. Et à ce point particulier 150 000 au-dessous de la surface, la gravité cesse, devient neutralisée, et quand nous passons en plus ce point, vers la surface intérieure de la Terre, une attraction inverse augmente en progression géométrique lors des 150 autres milles qui conduisent vers l'intérieur de la Terre. Ainsi, si un trou pouvait être foré vers le bas de la croûte de la Terre à Londres, Paris, New York, Chicago ou Los Angeles, sur une distance de 300 000, il mettrait en relation les deux surfaces.
tandis que l'inertie et le poids d'un corps lâché par ce trou de la surface extérieure, le feraient dépasser de loin ce centre magnétique, encore, jusqu'à atteindre la surface intérieure de la Terre, il diminuerait graduellement sa vitesse, après avoir dépassé le point situé à mi-chemin, finalement s'arrêterait et retomberait immédiatement en arrière vers la surface extérieure et continuerait ainsi à osciller, comme le balancement soutenu d'un pendule, pour enfin se stabiliser sans bouger. Au centre magnétique, ou à ce point particulier exactement à la moitié de la distance entre la surface extérieure et la surface intérieure de la Terre. La giration de la Terre dans son tourbillonnement quotidien spiralé autour de son axe de rotation à la vitesse de plus de 1000 milles par heure, ou environ 17 milles par seconde en font un corps d'électroproduction énorme, une machine énorme, un prototype puissant à côté de la faible dynamo construite par les humains, qui, au mieux n'est qu'une pâle imitation de l'original de la nature. Les vallées de ce continent Atlantis intérieur, bordant les eaux supérieures du nord le plus éloigné sont dans la saison couvertes de fleurs les plus magnifiques et luxuriantes. Pas seulement des centaines et des milliers, mais des millions d'acres, dont le pollen des fleurs sont transportés loin dans presque chaque direction par les gyrations en spirale de la Terre et l'agitation du vent résultant dans ces régions, et ce sont ces fleurs ou pollen en provenance de ces immenses zones florales de l'intérieur qui produisent les neiges colorées des régions arctiques qui ont ainsi subjugué les explorateurs du Grand Nord. Khan dit, nous avons dépassé les falaises Crison de Sir John Ross en matinée du 5 août. On pouvait voir les étendues de neige rouge dont on tire leur nom, clairement à la distance de 10 milles de la côte. La Chambre, dans un compte-rendu de l'expédition en ballon d'André, dit, dans l'île d'Amsterdam la neige est teintée de rouge sur une distance considérable et les érudits en ont ramassé pour l'examiner au microscope. Cette neige présente, en fait, de certaines particularités, on pense qu'elle contient de très petites plantes. Scoreby, chasseur célèbre de baleines, avait déjà remarqué cela. Sans aucun doute, cette nouvelle terre de l'intérieur est la maison, le berceau, de la race humaine et en raison des découvertes que nous avons faites, il est nécessaire que cela puisse avoir des répercussions importantes sur toutes les théories antiques concernant les domaines physiques, paléontologiques, archéologiques, philologiques et mythologiques. La même idée de retour à la terre du mystère, au commencement même, et à l'origine de l'humanité, se trouve dans les traditions égyptiennes concernant les régions terrestres originelles des dieux, des héros et des hommes, issus des fragments historiques de Manetho, entièrement vérifiés par les comptes-rendus historiques trouvés dans les fouilles plus récentes de Pompéi aussi bien que les traditions des Indiens nord-américains. Il est maintenant 1h du matin, le nouvel an de 1908 est arrivé et après ces 3 jours, j'ai enfin fini le compte-rendu de mes voyages et aventures étranges que je souhaite offrir au monde, je suis prêt, et même impatient, de recevoir le repos paisible qui j'en suis sûr, fera suite au tracas et aux vicissitudes de mon existence. Je suis très âgé et endurci par des aventures et des chagrins, et cependant je garde la richesse du peu d'amis que je me suis consolidé dans ma lutte pour mener une vie juste et droite. Comme une histoire qui est presque racontée, ma vie arrive à son déclin. J'ai le fort pressentiment que je ne verrai pas un autre soleil se lever. Aussi je conclus ici mon message. Olaf Jansen. Agartha, Voyage à l'intérieur de la Terre creuse, partie 7. Postface de l'auteur. J'ai trouvé beaucoup de difficultés dans le déchiffrement et la rédaction des manuscrits d'Olaf Jansen. Cependant, j'ai pris la liberté de restructurer seulement très peu de ces expressions et en agissant ainsi cela n'a nullement changé l'esprit ou la signification de son message. D'autre part le texte original n'a ni reçu d'ajouts, ni subi de coupures. Je suis dans l'impossibilité d'exprimer mon avis quant à la valeur ou la fiabilité des merveilleuses déclarations faites par Olaf Jansen. La description ici donnée des pays étranges et les gens visités par lui, l'emplacement de villes, les noms et les directions de rivières et d'autres informations annexes, sont exactement conformes aux ébauches que ce vieux Scandinave m'a confié à garder, lesquels dessins accompagnés du manuscrit seront donnés à une prochaine date, cela est mon intention, au Smithsonian Institute, afin de les préserver au bénéfice de ceux qui sont intéressés par les mystères de l'extrême Grand Nord. Le cercle glacé du silence.
C'est certain qu'il y a beaucoup de choses dans la littérature védique, dans Joséphus, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, la première histoire de civilisation chinoise de Terrien de Lacouperie, des mythes astronomiques de Flammarion, les commencements de l'histoire de Lenormand, la théogonie d'Hésiod, les écritures de Sir John Mandeville, les histoires du passé de Sayce, pour en dire le minimum, qui sont étrangement en corrélation avec le texte apparemment incroyable, trouvé dans le manuscrit jaune du vieux Scandinave, Olaf Jansen et qui est livré, maintenant, pour la première fois au monde. Fin du voyage d'Olaf Jansen et de son père dans la terre creuse.